Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole dans le nord du pays. Ce projet vise à soulager les nappes phréatiques du pays afin d'atténuer les effets du changement climatique pour une meilleure résilience agricole. L'Égypte a suspendu ses exportations de gaz naturel liquéfié suite aux prochains épisodes de canicule. À cet effet, le pays a pris des mesures préventives pour sécuriser son énergie. Et puis la réserve nationale de Masai Mara au Kenya a été évacuée suite aux inondations qui s'abattent sur le pays depuis mercredi dernier. Vous en saurez plus sur les dégâts dans un instant. C'est tout pour les titres. Place au développement. Au Togo, la commune Golfe 1, située dans le district autonome du Grand Lomé, envisage de créer un modèle de gestion durable des déchets urbains et assimilés pour ses habitants. Pour y parvenir, les autorités ont commencé l'identification et la sensibilisation des producteurs, notamment en matière de tri et d'élimination des déchets dans la ville de Lomé. Plus de précisions dans ce récit. Le Togo avance progressivement dans la lutte pour la gestion durable des déchets urbains avec la mise en place des stratégies pour lutter contre la pollution dans ces villes. À cet effet, un modèle de gestion durable des déchets urbains et assimilés a été mis en place au Golfe 1, une commune du district autonome du Grand Lomé. Depuis janvier dernier, 80 agents recenseurs sont à pied d'œuvre dans cette municipalité de près de 797 000 habitants pour identifier les producteurs de déchets qui jonchent les rues. Dans un premier temps, l'opération se concentre sur les ménages. Ainsi, les agents recenseurs passent dans chaque foyer munis d'un questionnaire auquel les habitants doivent répondre. Outre l'identification du producteur, les agents identifient le type de déchets produits par chaque ménage et le procédé d'élimination utilisé. Les autorités du Golfe 1 s'appuient sur le financement de 14 millions de francs CFA de la société Ivoire Maintenance pour mener à bien cette opération. Ce financement permettra également la mise en place d'un système de gestion durable des déchets urbains et assimilés, de la collecte au traitement en passant par le tri et le stockage de ces ordures. Pour la réussite de cette démarche, chaque ménage du Golfe 1 sera doté d'équipements adaptés pour effectuer un travail de tri et de stockage en amont. Dans le même temps, la sensibilisation des habitants du Golfe 1 à une gestion durable des déchets permettra de réduire la pollution dans la capitale togolaise Lomé, qui produit à elle seule 350 000 tonnes de déchets par an, selon l'Agence française de développement. Les candidates à l'élection Miss Ezig Global Success 2024 se sont rendues à la plage de Lomé jeudi dernier pour un constat après la fête du travail. Constat amer, la plage était insalubre après la célébration du 1er mai. Elles ont redonné à la plage son air de propreté. Le reportage est signé Alessandra Adekombi avec les images d'Emika Gatier. Au lendemain de la fête du travail, la plage de Lomé présente une atmosphère de bazar. Situation pressentie par le staff du comité Miss Global Success, il a déployé les candidates en lice sur le lieu pour le rendre propre. Avec des coups de balai, dans une ambiance chaleureuse, elles ont redonné l'éclat à ce lieu paisible, rendu insalubre. À notre arrivée, la plage était vraiment sale. Il y avait des ordures par terre, des sachets de fond. Il n'y avait que des ordures en fait. Et là, on a essayé de ramasser et balayer. Bon, là maintenant ça vaut mieux. Hier, c'était le 1er mai et ceux qui sont venus fêter ici ont vraiment mis du bazar avant de partir. Donc nous sommes venus ici pour pouvoir mettre propre la plage. De ma part, j'invite mes frères et sœurs à plus prendre soin de la plage parce que la plage est un site touristique et vraiment tout le monde vient ici pour se détendre. Et s'il y a le bazar, je ne pense pas que ça sera abordable et approprié à tout le monde. Normalement, ceux qui étaient là hier, avant de partir, ils devaient au moins ramasser quelques déchets avant de partir, mais ils n'ont pas fait, ils ont laissé ça comme ça. Donc je pense que
c'était pas normal. Normalement, ils devaient le faire. Et j'invite aussi les autres à le faire, même si eux, ils n'ont pas pu le faire. D'autres aussi peuvent le faire. Faisant d'une pierre deux coups, les candidates ont profité de cette sortie pour mettre en terre de jeunes plants de cocotiers. Nous avons eu à planter des cocotiers pour assurer l'ombrage et surtout la belle vue, la belle image de notre plage de Lomé. Alors, j'invite massivement les plages privées à prendre soin de cette place-là qui est très importante pour notre patrimoine togolais. Merci. La cause défendue par cette compétition est un grand avantage pour la population dans le contexte de la propriété des lieux publics, la lutte efficace pour la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole de près de 130 mètres dans le nord du pays, entre les régions de Meknès et Fès, afin d'atténuer les effets du changement climatique. Cette innovation représente pour la population de ce pays une source d'opportunités et de revenus. Regardez. Marqué par les changements climatiques qui affectent la production agricole dans la disponibilité des ressources hydriques et la sécurité alimentaire, le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole dans le nord du pays, entre les régions de Meknès et Fès, afin d'atténuer les effets du changement climatique pour une meilleure résilience du secteur agricole. Ce chantier vient pour soulager une nappe phréatique dans l'une des zones les plus productives au Maroc, qui connaît un déficit hydrique de 100 millions de mètres cubes par an. Ce château d'eau fait près de 130 mètres et est destiné à l'irrigation de l'agriculture dans cette zone du pays qui consomme environ 80% de l'eau. Selon le chef de ce projet, Aloussi Mohamed, cette nouvelle innovation permettra l'épanouissement du secteur agricole et sera une source d'emploi. L'impact des changements climatiques sur les productions agricoles réduit le taux de croissance de production en Afrique. À travers ce chantier hydro-agricole, le Maroc protège ses cultures et montre ainsi l'exemple aux pays africains pour une meilleure résilience du secteur agricole. Au Bénin, le gouvernement a lancé la phase B du projet d'asphaltage et le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Cette double cérémonie s'est déroulée en présence des autorités compétentes et des populations bénéficiaires. Rafitou Berikou. Après l'achèvement de la phase 1 du projet asphaltage en 2021, la deuxième phase a démarré la semaine dernière sur toute l'étendue du territoire béninois. Cette deuxième phase va durer 3 ans et est destinée comme la première à la réhabilitation et à l'aménagement. Celui-ci sera exécuté en même temps avec le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, conçu pour améliorer le cadre de vie et atténuer les effets des inondations cycliques qui touchent les zones visées. Il sera mis en œuvre dans 16 villes du Bénin. La réalisation de l'ensemble de ces 2 projets est évaluée à 684 milliards de francs CFA mobilisés auprès des partenaires techniques financiers. Ils permettront à l'horizon 2026 de construire plus de 200 km de grands collecteurs d'eau pluviale, plus de 230 km de voies, d'équiper les rues et les espaces aménagés en lampadaires, panneaux de signalisation de sécurité routière, la création d'espaces verts, la réparation des clôtures des écoles, ainsi que la construction de nouvelles salles de classe des abords des rues traitées. Les premiers coups de pioche symboliques ont sanctionné cette cérémonie de lancement officiel du projet asphaltage B ainsi que celui du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires avec la ferme promesse des entreprises engagées de respecter les cahiers de charges et les délais contractuels. À Abomey-Calavi, les travaux ont été lancés par des cérémonies solennelles. L'événement a réuni les autorités gouvernementales, le préfet du département de l'Atlantique, le maire de la localité et des responsables de la Société des infrastructures routières et l'aménagement du territoire. Alors que l'énergie solaire est considérée comme la solution ultime pour accélérer l'électrification dans les zones rurales en Afrique, l'analyse des données de l'Association mondiale de l'éclairage hors réseau révèle que les investissements dans ces secteurs ont fortement ralenti en 2023 dans le monde. Alessandra Adekombi.
Une nouvelle inquiétante pour les professionnels de l'électrification rurale en Afrique et dans le monde. Le secteur de l'énergie solaire hors réseau a attiré très peu d'investissements au niveau mondial en 2023. En effet, 425 millions de dollars ont été investis l'année dernière, soit une baisse de 43% par rapport à 2022. Ces informations sont contenues dans les résultats de la base de données d'investissement 2023 de l'Association mondiale de l'éclairage hors réseau GOLGA. Publié le 26 avril, le rapport révèle également que la baisse la plus significative a eu lieu dans le segment des mises à échelle, ce qui fait craindre que les conditions macroéconomiques éloignent encore davantage le secteur de sa contribution à l'accès universel à l'énergie d'ici à 2030. Une situation qui a écho particulier en Afrique où 600 millions de personnes n'ont pas encore accès à l'électricité. Le financement de 425 millions de dollars a été absorbé par 85 entreprises. Sur ce financement, 281 millions de dollars ont été accordés sous forme de dette, 128 millions de dollars sous forme de capitaux propres et 15,5 millions de dollars sous forme de subventions, indique la GOLGA. Les données d'investissement de 2023 montre que ça davantage d'instruments de réduction des risques et de financement concessionnel, l'énergie solaire hors réseau n'atteindra pas l'échelle nécessaire pour atteindre les objectifs de développement mondiaux. Actuellement, le monde a besoin de 3 milliards de dollars d'investissement par an d'ici à 2030 pour atteindre le 7e objectif de développement durable ODD 7 sur l'accès universel aux énergies propres. L'énergie solaire hors réseau est pourtant considérée comme une solution idéale pour réduire le retard en matière d'électrification rurale en Afrique au sud du Sahara. Parmi les solutions hors réseau distribuées en Afrique figure le système solaire domestique. Ce petit réseau électrique à l'échelle d'une maison est composé d'un ou plusieurs panneaux solaires, des onduleurs et des batteries pour le stockage de l'électricité. L'électricité propre ainsi stockée est redistribuée à la demande dans le réseau domestique pendant la nuit ou par mauvais temps. Il y a également les mini-réseaux qui permettent aussi l'électrification des zones rurales. Il s'agit de petites centrales solaires photovoltaïques avec un système de stockage d'électricité par batterie ou hybridées avec des groupes électrogènes. Ces installations sont équipées de petits réseaux de distribution capables d'alimenter une communauté ou un village. En République démocratique du Congo RDC, l'entreprise Nourou déploie d'or et déjà des mini-réseaux capables de couvrir des villes entières à l'instar de Goma dans la province de Nord Kivu. Le Nigeria fait le pari du solaire hors réseau pour l'électrification de ces zones rurales à travers un projet mis en œuvre au niveau fédéral et financé à hauteur de 550 millions de dollars par la Banque africaine de développement BAD et la Banque mondiale. De tels engagements financiers sont nécessaires pour relever le défi de l'électrification en Afrique. D'après les prévisions météorologiques, l'Égypte serait confrontée dans les prochaines semaines à des épisodes critiques de canicule. Face à la situation, le pays a pris des mesures préventives pour sécuriser son énergie. Toutes les exportations de gaz naturel liquéfié sont suspendues à partir de ce mois de mai. Rafi Toumbereko nous en dit plus dans ce récit. L'Égypte connaîtra des épisodes de canicule dans les prochaines semaines selon la météorologie. Le phénomène va s'amplifier avec l'immense de l'été. Une montée de chaleur due aux perturbations climatiques elles-mêmes causées par la hausse de plus en plus inquiétante de la température dans les mers et au-dessus de la terre. Cette menace se profile alors que dans le même temps, des coupures d'électricité sont de retour dans le pays. Elles mettent à rude épreuve depuis quelques années le fonctionnement des centrales électriques et cela inquiète les autorités égyptiennes. Dans ce contexte, le pays a décidé de suspendre ses exportations de gaz naturel liquéfié à partir de ce mois de mai et ce jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, le Caire a annoncé qu'il va relancer les importations de gaz interrompues depuis 2 ans, une option qui ne lui laisse vraiment pas d'autre alternative. Le pays envisage de déployer en mer d'ici le mois de juin prochain une unité de stockage et de regazéification en vue de faciliter et de rendre efficaces ses importations de gaz naturel liquéfié. Le Caire compte pour ce faire sur le gisement des ors au large de Port Saïd dans la mer Méditerranée
dont la capacité est estimée à 850 milliards de mètres cubes. L'Égypte envisage également le lancement dès cette année de nouveaux forages de puits pour accroître sa production de gaz naturel liquéfié et sécuriser ses stocks. L'Ouganda, pays à la fois fragile et ambitieux, aspire à devenir un nouvel acteur pétrolier. Cette décision remet en question l'engagement du pays en termes de préservation du climat. Léonce Sago. Alors que le monde cherche à se libérer progressivement des énergies fossiles, l'Ouganda continue d'avancer sur un projet audacieux qui est de devenir un pays producteur de pétrole en 2024. L'intention est certes controversée, compte tenu du consensus mondial sur la nécessité d'abandonner ces énergies, comme convenu lors de la COP28 à Dubaï. Malgré cela, l'Ouganda ose imaginer une trajectoire semblable à celle de la Norvège, qui a utilisé ses ressources pétrolières pour diversifier son économie et garantir sa richesse au-delà de l'or noir. L'Ouganda n'est pas seul dans cette quête. D'autres pays africains, tels que le Sénégal et le Niger, préparent leur entrée dans le cercle fermé des exportateurs d'or noir. Le projet d'oléoduc auquel le pays se consacre pourrait jouer un rôle crucial dans cet élan pétrolier naissant. Le gouvernement ougandais soutient activement cette initiative car il considère qu'il s'agit peut-être là de l'occasion idéale de sortir du marasme socio-économique dans lequel le pays est plongé. Néanmoins, certaines analyses prennent cette initiative pour une atteinte à l'environnement. Pourtant, pour l'Ouganda, l'appétit pour l'or noir dépasse l'aspect financier. C'est également un moyen d'aspirer à quelque chose de plus grand que cette pauvreté qui plane sur le pays. Étant l'un des pays à très faible produit intérieur brut par habitant au monde, l'Ouganda voit dans le projet pétrolier une occasion de créer des emplois, de stimuler l'économie et d'améliorer les conditions de vie des jeunes majoritairement ruraux. L'Ouganda se projette dans un avenir où sa manne pétrolière lui permettra de vérifier son rêve de prospérité. Cette ambition dépasse les seules frontières de la nation et rejaillit sur la région de l'Afrique des Grands Lacs, jusqu'ici majoritairement tournée vers une économie basée sur l'agriculture. L'État ougandais est cependant confronté à un paradoxe qui est de pouvoir concilier son ambition pétrolière avec le respect de l'environnement. Le caractère controversé de son projet souligne les défis auxquels il doit faire face dans un monde de plus en plus soucié du changement climatique. L'Ouganda pourrait-il réussir à mener à bien ce projet climato-sceptique tout en respectant les accords environnementaux? Toujours est-il qu'on se demande si le pays saura accorder ses aspirations à la prospérité et la nécessité de préserver l'environnement pour les générations futures. Une dizaine d'hôtels, des lodges et des camps ont été inondés dans la réserve nationale de Masai Mara au Kenya. Des dizaines de touristes et le personnel de la dite réserve ont été évacués par hélicoptère. Le point avec Léonce Sabou. Pendant que de fortes pluies continuent de s'abattre sur le pays, plus de 14 camps de touristes ont été submergés dans la réserve de Masai après que la rivière Talek soit sortie de son lit. Le Masai Mara, dans le sud-ouest du Kenya, est une destination touristique populaire car il accueille la migration annuelle des gnous en provenance du parc national de Serengeti en Tanzanie. La Croix-Rouge du Kenya déclare avoir réussi à évacuer plus de 90 personnes, essentiellement par voie aérienne mais aussi terrestre. Le Mara Elephant Project et le gouvernement du comté de Narok affirment tous deux avoir également envoyé des hélicoptères pour aider aux évacuations. Les médias locaux rapportent que les touristes et le personnel ont été obligés de grimper aux arbres pour fuir la montée des eaux. Le président William Ruto a ordonné à l'armée de se joindre aux efforts de recherche et de sauvetage et a exhorté toute personne vivant dans des zones fragiles, sujettes au glissement de terrain et aux inondations, à se déplacer vers des terrains plus élevés. Plus de 180 personnes sont mortes au Kenya depuis mi-mars à cause des précipitations supérieures à la moyenne ayant provoqué des inondations généralisées, des glissements de terrain et la destruction des infrastructures. Les météorologues kenyans ont prévenu que davantage de pluie était attendue dans les jours à venir. Parlons toujours d'inondations. Au Brésil,
Plus de 110 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine sont portées disparues à la suite des intempéries de la semaine dernière. Les inondations ont privé plus d'1 million de foyers brésiliens d'eau potable et d'électricité, comme vous le verrez dans cet élément signé Vivas Amana. La région du Rio Grande do Sul, située au sud du Brésil, se retrouve complètement sous les eaux depuis le week-end dernier. Le bilan provisoire fait état d'au moins 78 morts et d'une centaine de portées disparues. Les sinistrés qui ont pu être secourus sont toujours secoués par l'ampleur des intempéries. En une nuit, il est tombé 2 ou 3 fois plus que les prévisions, donc nous sommes en danger. Maintenant, je n'ai plus de téléphone portable, alors je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai plus aucune communication avec qui que ce soit. Je suis très secoué. C'était terrifiant car nous avons vu l'eau monter de manière absurde à une grande vitesse. Approximativement, plus d'1 million de foyers sont privés d'eau potable. Les moyens aériens sont déployés et des bénévoles sont engagés dans une course contre la montre malgré les difficultés pour sauver les personnes encore coincées dans les maisons. Les choses sont très compliquées pour nous. Nous aidons qui nous pouvons, mais c'est très difficile de faire face à la nature. Vue du ciel, la ville de Porto Alegre dans le sud du pays laisse voir l'ampleur de cette catastrophe climatique. Les maisons dont on aperçoit à peine le toit ont été endommagées. Le président brésilien Lula da Silva s'est rendu dans la zone du sinistre aux côtés des autorités de la région pour apporter son secours aux populations. C'est un scénario de guerre. Et quand il y a un scénario de guerre, il faut un plan d'après-guerre. En plus de 70 000 habitants évacués de leur domicile, plus d'1 million de foyers sont toujours privés d'eau selon la défense civile. Les dirigeants pensent déjà établir un plan pour reconstruire les zones sinistrées après cette catastrophe climatique. Les pays d'Asie du Sud croulent sous des épisodes de chaleur extrêmes. Du Vietnam au Cambodge, en passant par le Bangladesh et la Birmanie, plus de 5 degrés Celsius se sont ajoutés aux températures moyennes ces derniers temps. Ceci prouve encore une fois qu'aucune région du monde n'est épargnée par les fortes températures. Vivas Amana. 4 pays sont principalement touchés par cette vague de chaleur dans la région d'Asie du Sud-Est. Il s'agit du Vietnam, du Bangladesh, de la Birmanie et du Cambodge. Les populations de ces pays suffoquent sous des chaleurs extrêmes depuis la semaine dernière. Je transpire beaucoup lorsque je travaille. Je dois me protéger de la chaleur en portant des chapeaux, des manches, en mettant de la crème. La région qui fait partie des plus vulnérables au changement climatique est accablée depuis plusieurs jours par des températures records. À Dhaka, la capitale du Bangladesh, les températures maximales moyennes relevées au cours de la semaine écoulée ont excédé 4 à 5 degrés Celsius, les moyennes établies sur les 30 dernières années à la même période. Aux Philippines, le thermomètre affichait 38,8 degrés Celsius et la température ressentie s'élève jusqu'à 45 degrés Celsius, un seuil jamais ressenti auparavant à ce moment de l'année. La chaleur est extrême, elle me fait mal à la tête. J'ai déjà très chaud, mais c'est pire pour mon fils, parce qu'il fait des crises quand il fait très chaud. Au vu des dernières prévisions d'indices de chaleur et l'annonce d'une grève nationale dans les transports, le ministère philippin de l'Éducation a décrété la suspension des cours en présentiel dans toutes les écoles publiques pendant quelques jours. Ainsi, 47 000 établissements seront fermés. Le même scénario est prévu au Bangladesh car la chaleur est trop forte. Au Cambodge, par contre, les cours continuent, mais les conditions sont insupportables. Quand il fait si chaud, j'ai mal à la tête et j'ai du mal à rester jusqu'à la fin du cours. Aussi, le secteur agricole n'est pas épargné par cette canicule, comme le témoignent ses cultivateurs. C'est très difficile, on ne peut pas planter par cette chaleur. Ça revient à gaspiller de l'argent. C'est le manque d'eau dans les sols qui pose problème. Même en continuant à arroser, ça ne pousserait pas. Regardez la terre, elle est toute craquelée. Les conséquences sont lourdes parce qu'on ne peut rien récolter à cause de la chaleur. Ça ne pousse pas correctement. Ces plants sont incapables de produire des légumes. Les habitants de la région prient pour que les pluies tombent afin de pouvoir s'en sortir. Quant aux scientifiques, ils préviennent que les températures caniculaires vont toujours être d'actualité en raison du changement climatique provoqué en partie par des activités humaines. Ainsi se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.